Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantini. On est très content de vous accueillir comme chaque semaine. Les semaines se suivent, les victoires s'enchaînent, 4 à la suite, comme aurait dit Julien Lepers, un illustre supporter de l'OGC Nice. D'ailleurs, écoutez, je pense qu'à part le froid polaire qu'il y a eu hier à l'Alliance Riviera, pour ceux qui avaient le plaisir d'être au stade, il n'y a pas grand chose à reprocher à cette soirée. On va décortiquer quand même le match, on va revenir sur ce score fleuve, 3-0 quand même, un contenu sur lequel il y a peut-être un peu plus débat, et puis les deux golassos de Bilal Brahimi, bien sûr. J'ai même beaucoup de mal à le dire, au-delà de mon accent espagnol dégueulasse. C'est une phrase que je n'aurais jamais pensé prononcer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais accueillir mes chroniqueurs du jour. Tout d'abord Alric, le Jean-Claire Todibo, le taulier de l'émission. Salut Alric, comment ça va? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Je suis content d'être rentré chez moi après le froid d'hier soir et la victoire a beaucoup aidé quand même à passer tout ça. Tu n'es pas transformé en gros glaçon, c'est une Non? première bonne nouvelle. Tout le monde a survécu, j'espère que vous êtes bien rentrés chez vous, parce qu'effectivement, on s'est quand même bien pelé le cul. Il nous fait l'amitié d'être avec nous, ça faisait quelques temps qu'il n'était pas vu dans l'émission, c'est Turkle. Salut Turkle, comment tu vas? Salut Sky, écoute, merci pour l'invitation. Et puis, écoute, en ce moment, ça va plutôt bien. L'enchaînement de 4 victoires fait que on passe de très bons moments, même si hier soir, c'était un petit peu dur, mais bon, ça va. Mais bon, on a eu la récompense au bout, parce qu'il y a aussi eu des soirées où on se faisait fesser 2-0 en plus de fesser par la bise. Donc du coup, écoute, profitons de ce score. Mais rentrons dans le match, 3-0, une victoire somme toute logique, vu le scénario du match et vu le prestige de l'adversaire. Ajaccio 18e et probablement condamné à la relégation. Un match un peu plus facile peut-être que le match aller qui avait vu cette magnifique bicyclette d'Andy Delors. Toutefois, on sait que c'est l'ADN du club aussi quand même de relancer les équipes en difficulté. Il fallait enchaîner une 4e victoire d'affilée. C'est assez exceptionnel. J'ai pas la stat en tête, mais je pense que c'est pas non plus arrivé si souvent que ça dans l'histoire de l'OGC Nice. Ça avait tout du match piège. Les Aiglons s'en sont plutôt bien sortis. Bien sûr, on va un peu parler plus précisément, mais tout d'abord, messieurs, 12 sur 12, si je dis pas de bêtises, un 16 sur 18 pour Didier Digard. C'est le Exact. premier entraîneur de Ligue 1 au 21e siècle à faire un tel score sur ses 6 premiers matchs. Bon voilà, tous les feux sont au vert aujourd'hui. En attendant les matchs d'aujourd'hui et de demain, l'OGC Nice se replace à un point de la 6e place. Que du positif, ça avait tout du traquenard et l'OGC Nice s'en est globalement bien sorti. Ça va vite le football, hein. Ça va très très vite, hein. Il y a quelques semaines de ça, on se disait, on regarde derrière nous parce que ça commence à sentir le roussi et voilà, quelques semaines plus tard, 5 matchs plus tard, on se retrouve à regarder vers le haut. On est en train de réduire l'écart sur ceux qui sont devant nous. Alors de là à dire qu'on va finir dans les 4 premiers, j'en suis encore très loin, mais par contre, c'est clair qu'on voit une équipe qui a été transformée, un Didier Digard qui est pleinement réussite dans tout ce qu'il entreprend avec ses joueurs. Et clairement, il fallait se le rendre facile ce match. Il l'a pas été. Par contre, le fait d'avoir marqué très vite, ça a ouvert un peu enfin, ça a ouvert. Ça nous a facilité les choses. Je regrette simplement que Ajaccio, on va dire, dans son système, et ça a été plébiscité par Olivier Pantaloni qui en a parlé après le match, a complètement refusé le jeu et ça nous a donné un spectacle pitoyable. Voilà, c'était un peu dommage. De mon côté, moi, j'ai trouvé que ce jeu fermé, c'était un bon test parce que justement, on avait eu quand même plutôt des matchs ouverts jusque-là, depuis la prise de fonction de Didier Digard. Et du coup, c'était très intéressant de les voir dans cette configuration-là avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, Alric, on savait tout du match piège. Donc, il fallait voir comment il se comportait dans un match piège comme ça. Et après, effectivement, ça a très très bien commencé avec le but de Dante. Ça m'a fait très très plaisir qu'il marque. Et je pense que ça a fait plaisir à tout le monde. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas scoré. Et du coup, on s'en est plutôt bien sorti, malgré une prestation qui était quand même... C'était difficile à regarder. On va être très honnête. On va en parler de cette prestation, c'est sûr, assez inégale, mais il fallait se rendre le match facile. En tout cas, c'est aussi peut-être un signe de progrès de cette équipe qui ne perd pas ce genre de match traquenard où on aurait peut-être été égalisé dans les dernières minutes avec un entraîneur précédent ou des joueurs autres. Partons du 11, si vous le voulez bien. Alors, retour au 4-3-3, un 11 au final assez classique. Il y avait peut-être deux nouveautés, confiance aux jeunes de Didier Digard. On sait qu'il fait beaucoup jouer
les jeunes joueurs depuis son intronisation. Mais là, on avait voilà un côté droit avec Antoine Mendy et Badreddine Bouanani qui étaient entièrement centre de formation et teenager. Du coup, c'est peut-être d'ailleurs ce qui a le moins bien marché dans cette rencontre. Et vraiment, c'est histoire de chipoter. Mais globalement, voilà, hein, une Todibo Dante dans l'axe, Lotomba qui est intouchable, et je sais que Alric ne manquera pas d'en parler après. Le milieu de terrain plus ou moins titulaire en ce moment, Ramsey, Boudaoui, Thuram, et puis la recrue Terem Moffi associée aussi à Gaëtan Laborde qui avait lui trouvé le côté gauche. Messieurs, voilà, vraiment ce jongle entre les deux systèmes tactiques de la part de Didier Digard, un peu un coup de défense à 3, un peu 4-3-3. C'est aussi voilà une souplesse tactique qu'on attendait peut-être de Lucien Favre, mais que malheureusement on n'a pas eu l'occasion de voir, qu'on n'attendait plus de la part de Christophe Galtier l'année précédente. C'est aussi peut-être une des raisons du succès de pouvoir se dire qu'on a une équipe, déjà par sa profondeur de banc, mais aussi par son adaptabilité tactique, qui peut s'adapter un peu à toutes les situations proposées par son adversaire. Vas-y, Torkel. J'ai trouvé que c'était très intéressant de voir ce 4-3-3 parce que justement face à un bloc fermé, ça nous permettait d'avoir quand même cette disposition sur les côtés, même si par exemple côté droit, je trouve qu'on n'a pas été totalement en réussite tout au long du match, mais ce qui était intéressant de voir, c'était déjà la titularisation de Antoine Mendy. Je trouve que c'était un bon test pour lui. Et du coup, comme on savait que ça allait pas forcément passer par l'axe, et d'ailleurs ça a été très difficile à ce niveau-là, au niveau du milieu de terrain, on a vraiment misé sur les côtés. Lotomba a fait un très très bon match de ce côté-là, j'ai trouvé très bon, et de mieux en mieux d'ailleurs. Et du coup, forcément, cette versatilité au niveau des systèmes de jeu, ça permet à Didier Digard il s'adapte toujours à l'adversaire en fait. C'est vraiment ce qu'il demande à ses joueurs, c'est quand il va avoir un bloc fermé comme celui-là, comme celui d'hier, de toute façon, t'as pas vraiment le choix parce que ça va se resserrer dans l'axe et forcément les solutions vont venir des côtés, et c'est ce qui s'est passé de toute façon parce qu'on a 3 buts qui viennent des côtés en fait de toute façon. Donc effectivement, c'était la bonne tactique à adapter, et j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer contre Reims prochain match. Alric, ça permet aussi de concerner un peu tous les joueurs, hein. On en parlera forcément plus tard dans l'émission, mais du coup le salut est aussi et surtout venu des joueurs entrants. Mais voilà, entre le changement de système tactique, ce turnover, Didier Digard arrive vraiment à garder tout le monde concerné. Il y a peut-être ce pauvre Alexis Beka qui vraiment et peut-être Mattia Vitti qui ont 0 minute de temps de jeu, pour qui la question se pose déjà de leur avenir à l'OGC Nice, mais aussi de leur capacité à s'inscrire dans cette fin de saison. Mais voilà, tu vois, Bouanani qui a été titulaire face à Lille, si je dis pas de bêtises, qui après a eu quelques minutes, qui revient, qui est opérationnel, un Ross Barclay qui fait une bonne rentrée. Forcément, Bilal Brahimi, ça sera le gros sujet de l'émission. Youssouf qui avait gagné sa place dans le 11 ces dernières semaines, qui fait une bonne rentrée en fin de match. Enfin, voilà, on sent qu'en fait, il y a aussi au-delà du côté humain, sportivement, il y a un groupe qui adhère à la méthode Didier Digard. Et je crois l'avoir dit à peu près à toutes les émissions ces dernières semaines, mais vraiment les remplaçants sont davantage des entrants, et à leur façon, ils apportent quelque chose immédiatement aussi. C'est la notion des entrants, c'est une notion déjà que Christophe Galtier privilégiait la saison dernière, parce qu'il faut qu'un groupe au complet soit maintenu sous pression et concerné. Tu fais bien de parler en quelques mots de Alexis Beka et Mattia Vitti. Ce sont les deux joueurs auxquels j'ai pensé lorsque je discutais de tout ça avec Jérémy hier. Et malheureusement, je pense qu'eux auront très très peu de temps de jeu, mais voilà, le groupe est concerné. Et moi, ce que je trouve fort en fait dans les choix de Digard, c'est le fait de se dire bon ben voilà, je vais mettre deux jeunes sur un côté, et même si ça n'a pas fonctionné tout le temps, je trouve que Bouanani a apporté des choses intéressantes. Regarde, il est de nouveau décisif avec une nouvelle passe. Il a tenté deux trois bonnes choses. Il y a des airs de. J'avais vu un tweet ce matin de notre ami Cédric Rocancourt qui disait il y a des airs de Ben Arfoy parfois dans ses prises de balles. Voilà, je regrette parfois qu'il fasse un peu moins la différence, mais c'est très intéressant. Antoine Mendy, je le trouve aussi plutôt bien. Après, voilà, moi ce que j'aime chez Digard, mais c'est aussi le travail de son staff, et il le dit tout le temps, c'est que tactiquement, il y a quelque chose. On avait un peu peur quand il est arrivé de se dire est-ce qu'il a vraiment toutes les connaissances pour
pour bouger tactiquement et proposer des choses différentes. On commence à voir que oui. Et j'ai bien aimé aussi dans son passage dans Prime Video hier après le match, il disait, moi j'étais un peu énervé de voir que Boudaoui touchait beaucoup le ballon dans l'axe parce qu'en fait, je savais très bien que s'il le touchait de trop, les Ajacciens, par leur agressivité et leur pressing, allaient nous mettre en difficulté et je voulais absolument qu'on passe par les côtés. Problème, on s'est retrouvé face à une équipe qui a refusé le jeu, on a fait beaucoup de handball et ça a donné un truc comme 152 ballons touchés par Dante, ce qui est énorme et ça montre aussi notre difficulté principale hier soir. Bon, on a malgré tout réussi un peu à contourner ce bloc ajaccien. Quelques occasions après, la lumière est venue de Bilal Brahimi en toute fin de rencontre malgré tout. Je voudrais, messieurs, si ça vous convient comme ça, qu'on commence peut-être par ce qui a un poil moins fonctionné. Vous parliez de ce côté droit 100% jeune. Alors, Buonanni assez intéressant, tout n'a pas été réussi, mais sans aller jusqu'à la comparaison avec Athème, il y avait cette volonté de jouer de l'avance, toucher de balle, cette capacité d'élimination de l'adversaire qui a été assez précieuse dans le peu d'animation offensive qu'on a vu, notamment dans le premier acte. Antoine Mendy, l'idée, c'est vraiment pas de lui tomber dessus. Peut-être le moins bon niçois malgré tout, mais à la fois il découvre la Ligue 1, 18 ans, il a quand même pas mal enchaîné de matchs. Il avait aussi face à lui une équipe peut-être un peu moins joueuse, un peu plus agressive que les précédentes qu'il a pu affronter. Rien d'alarmant, messieurs, et peut-être Torkel, ton avis sur la question. Ça fait partie de l'apprentissage et c'est aussi le passage logique pour un jeune joueur qui découvre la Ligue 1 et qui se retrouve un peu à enchaîner les matchs. C'est quand même sa deuxième titularisation et c'est très jeune. Donc, mais comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'était le bon match pour apprendre en fait, parce qu'il n'aura pas forcément toujours des matchs avec le couloir ouvert. Et là, le problème sur ce match-là, c'est que quand il avait l'occasion de le faire, il n'a pas toujours été de l'avant. Il a souvent repassé vers Todibo. C'était un peu dommage parce que justement, je trouve qu'il y avait cette connexion qui pouvait bien se faire, tu vois, sur le côté droit avec Buonanni, parce que Buonanni toujours quasiment toujours aller de l'avant et il a été un peu timide sur le coup, mais bon, après c'est la jeunesse. Je veux dire, il apprend, il découvre la Ligue 1. C'est difficile la Ligue 1, surtout quand t'es arrière latéral, t'es souvent mis en avant et les ballons passaient beaucoup par lui hier soir. Alors c'est sûr, on peut pas lui demander de faire comme Jordan Lotomba, pour moi, il était vraiment très très bon hier. Il a été déterminant, même s'il n'a pas forcément été décisif, mais très très fort sur son côté. Il se transforme en cafou de match après match quand même. C'est incroyable. C'est une énigme, le changement 2022-2023. C'est une transformation, c'est notre Joao Cancelo, vraiment. J'ose dire les mots. Non, mais concernant Mendy, il n'y a pas de... Enfin, ça peut pas peut pas lui tomber dessus sur un match comme ça. Je veux dire, c'était très difficile, il faisait très froid, ça faut le prendre en compte ça. Et c'était compliqué dans un match avec une équipe qui fermait complètement le jeu de se dire qu'est-ce qui se passe si je vais porter le ballon et que je le perds, parce qu'il en a perdu quand même quelques-uns, pas toujours dangereux, mais bon, forcément il hésite et pour moi, il a fait un match moyen, mais c'est un match moyen d'un joueur de 18-19 ans qui débute en Ligue 1. C'est sa deuxième titularisation. Il faut bien se mettre ça en tête. Donc, on ne peut pas attendre de lui le niveau d'un mec qui a déjà une saison dans les jambes. Et pour autant, il n'a pas perdu de ballon trop dangereux. Il a quand même été plutôt clean défensivement. Et heureusement, derrière lui, il y avait quand même Todibo qui intervenait. Voire Boudaoui, parce que Boudaoui a fait quand même beaucoup d'efforts défensifs. Mais effectivement, après, je comprends l'énervement de Digard sur le nombre de ballons touchés par Boudaoui, parce que effectivement, le jeu devait passer par les côtés, et Boudaoui, c'est pas un joueur qui peut aller au contact. C'est un joueur qui a besoin d'espace pour pouvoir s'exprimer. Et là, forcément, avec un bloc resserré comme celui-là, ça devait être très, très compliqué. Mais globalement, Antoine Mendy m'a pas déçu au point de dire « Ah, mais c'est quoi ce jeune ?» Voilà. Alric, peut-être que ce qu'on attendait comme cassage de ligne et comme apport offensif devait venir de Aaron Ramsey et de Khéphren Thuram, qui étaient sortis de prestations extrêmement intéressantes face à des équipes qui jouaient moins bloc bas, forcément, et qui laissaient un peu plus d'espace. Ils n'ont pas réussi, avec leur technique individuelle, à vraiment passer outre ce bloc. Voilà, on l'a dit, le jeu devait venir des côtés, et au final,
Les buts viennent des côtés, donc c'est que le plan de jeu a été réussi. Encore une fois, hein, peut-être pas de quoi non plus revenir sur ce qui a été réussi. On va pas cracher dans la soupe après une victoire 3-0, très loin de là. C'est positif, encore une fois, qu'on arrive à battre un bloc bas, mais on a vu encore qu'il y avait peut-être des joueurs qui étaient un peu plus adaptés à ce jeu-là. Je te laisse peut-être intervenir voilà, sur le niveau du milieu de terrain et sur ce qu'a déjà dit Turkel aussi sur Boudaoui. Et après, on va un peu plus parler des entrants et d'un éventuel impact sur la hiérarchie. Je pense que, alors je vais peut-être en faire criser quelques-uns, mais je pense que notre milieu de terrain, c'est ce qui a été moins bon hier. Au-delà même dans la prestation qu'on peut discuter d'Antoine Mendy, je pense que notre milieu de terrain a été très très en difficulté hier. Parce que difficile de trouver le décalage, parce que difficile de faire des percées pour Kefren Turam. Boudaoui, je ne l'ai pas trouvé dans son assiette. On a vu la différence, on en reparlera lorsque Youssouf est rentré. Et il y avait toujours un 0 lorsque Youssouf rentre, hein, donc ça veut dire que les deux joueurs n'apportent pas du tout la même chose. Et par contre, ce que j'ai apprécié en début de match en tout cas, c'est que Aaron Ramsey, on avait l'impression qu'il voulait casser la cage. On l'a un peu moins vu sourire quand il ratait des trucs tout Ouais. faits, effectivement. Je regardais Jérémy de temps en temps et je lui dis, mais lui, je sais pas ce qu'il a, mais il a envie de fracasser la cage. Je pense qu'il est frustré de pas être décisif. Il aimerait, je pense, bon, je suis pas dans sa tête, mais je pense qu'il aimerait être un peu plus décisif, peser sur le jeu. Ça n'a pas aidé du tout le cas hier. Moi, j'ai une action qui me fait penser, qui illustre parfaitement cette difficulté. C'est l'action où Thuram essaie de partir en seconde mi-temps dans ses dribbles chaloupés et qu'il se fait retenir pendant au moins bien 4 secondes par le défenseur ajaxien. Si c'est pas retenir par l'épaule et par le maillot, je pense qu'il arrive à passer au milieu des 4 quand même. Hein, voilà, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est la première fois qu'il le fait à la 77e minute de jeu, quoi. Oui. Mais voilà, avant même que Stéphanie Frappard se dise bon bah là il y a peut-être faute, hein, mais il a fallu qu'il monte dessus quoi, donc ça a été compliqué. Voilà, c'est pour moi une action qui illustre parfaitement la difficulté. Après, on peut parler d'une prestation qui a été encore moins bonne, mais là par contre c'est pas de son fait, je trouve. Ça illustre aussi la difficulté de trouver nos attaquants. C'est Terem Moffi que j'ai trouvé super en difficulté, mais parce qu'en fait il a pas touché un ballon quoi. Il a pas eu une seule occasion correcte à se mettre sous la dent, et on voit très bien que face à des équipes qui ferment le jeu, pour un attaquant en pointe, c'est compliqué. Mais voilà, finalement le sort a bien fait les choses. Maintenant il faudra vraiment corriger ça à l'avenir, parce que les équipes qui vont commencer à nous attendre, on va en avoir d'ici la fin de la saison. Je pense que Didier Digard, on commence à se dire ok, bah, l'effet de surprise est pas en train de passer, mais il va se dissiper au fur et à mesure, et il faudra qu'on arrive à passer outre ces blocs bas qui vont forcément se multiplier d'ici la fin de la saison. Ouais, surtout qu'on va affronter quelques équipes encore un peu mal classées, du coup ça risque de se représenter encore un peu. Torkel, peut-être un petit mot sur Terem Moffi, hein, c'est que j'avais pas trop prévu d'en parler, parce que match compliqué pour lui. Ah, bien sûr, il y a le poids de son transfert qui joue fortement, on attend tous, et lui le premier, j'imagine, son premier but en rouge et noir, mais voilà, un match où ça aurait été difficile pour lui de briller, pas beaucoup de ballons à exploiter surtout. Après, intéressant de haut but et collectivement, je pense qu'il a aussi peut-être un peu aspiré les défenses pour libérer les joueurs de côté. On en attend plus de lui, mais bon, enfin, lui comme nous, on attend surtout de fêter son premier but sous nos couleurs. Bah, si je compte bien le nombre de ballons qu'il a eu, ça doit pas dépasser les 6. Donc c'est déjà un match très difficile pour un attaquant quand tu as 6 ballons. D'autant qu'il avait 2 voire 3 joueurs sur lui dès qu'il touchait le ballon. Et c'était, mais je pense que c'est quelque chose qu'il a vu avec Didier Digard avant le match. Il savait très bien que ça allait être un match où il allait faire énormément de pressing, parce qu'il a beaucoup pressé. Et il a fait que ça du match. D'ailleurs, on le voit sur l'occasion qu'il se procure presque, la quasi-occasion qu'il se procure en fin de match, où il est poursuivi par les 2 défenseurs et il n'arrive pas à se mettre en position de tir, parce qu'en fait, il est cramé complètement. Et il part de loin en plus sur cette action. Et il part de très loin. Tout à fait. Et il part de très loin, donc c'était vraiment un match difficile pour lui. Malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, comme c'est un système où le jeu passait par les côtés, c'est forcément les ailiers qui ont plus brillé que l'attaquant de pointe. Et vu les prestations de nos milieux de terrain, hormis Aaron Ramsey, que je trouvais pas dégueulasse, mais l'absence quasi totale de Thuram dans le milieu de terrain hier soir, j'ai trouvé vraiment insipide. Je pense que il avait en permanence 3 joueurs sur lui quand il avait le ballon, donc c'était difficile pour lui de briller aussi. Voilà, sevré de ballon, très difficilement trouvé.
voilà. Il a fait le boulot que je pense le coach lui a demandé, mais c'était pas un match heureux pour lui. Mais de toute façon, face à des équipes où le jeu sera un peu plus ouvert, c'est là qu'on le verra briller de toute façon, clairement. Après, on tombe un peu, enfin, le mot est fort, hein, on critique aussi un peu la performance de certains joueurs. Alors Ajaccio, certes, n'a pas eu beaucoup d'occasions. Bon, on n'est pas passé loin non plus de la clim, hein. Ils ont eu les 2-3 occasions qui, avec un gym On donnait moins, un frisson, quoi. voilà, moins en veine, auraient peut-être pu Ouais. nous punir et le match aurait fini un partout dans un autre univers. Mais globalement, Ajaccio a quand même aussi fait un match assez intéressant dans le harcèlement, dans l'impact physique, hein. C'est bon, limité techniquement certes, mais moi je les ai quand même trouvés aussi physiquement. Ils ont craqué dans la dernière demi-heure, notamment avec les entrants, et c'est le prochain sujet. Mais bon, voilà, Ajaccio a aussi quand même joué crânement sa chance sur ses qualités et effectivement avec un marquage très serré qui a tenu une grosseur de jeu. Donc bon, sans les féliciter pour leur match non plus. Je pense qu'ils ont joué aussi au max de leur qualité et ça a pas suffi. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ce but en tout début de match et un retard à combler, voilà, ça aurait pu nous aussi nous trotter dans la tête et avoir une issue différente. Mais heureusement, c'est pas le cas. 3-0 pour le GC Nice encore une fois. Je pense par contre, et je vous propose de parler quelques minutes de ça. Coaching très intéressant de Didier Digard, hein, faut mettre ça à son crédit. Les entrées de Brahimi, de Diop et de Youssouf à l'heure de jeu qui ont permis à l'OGC Nice, je pense, de prendre vraiment l'ascendant sur son adversaire d'hier soir. Je voudrais déjà qu'on commence peut-être par Sofiane Diop qui sortait d'une excellente semaine et notamment son but au Vélodrome naturellement, mais d'une semaine où on avait enfin aperçu ce qu'on attendait vraiment de lui depuis son recrutement l'été dernier. Et là encore, j'ai trouvé que, contrairement à ce qu'on dit depuis le début de l'émission, Ramsey, Thuram, qui ont eu un peu du mal, et même Terem Moffi à se défaire du marquage très serré des Ajacciens, mais en fait, je pense que c'est Diop qui, en fin de match, a réussi à amener ça. Peut-être parce qu'il était plus frais physiquement aussi, qu'il rentre au bon moment. Peut-être que sa qualité technique supérieure a aussi fait le nécessaire. Mais lui, davantage que les autres, a bien réussi à casser les lignes, à un peu desserrer la nasse ajaxienne et de manière après, à la fin, de peut-être permettre aussi à Bilal Brahimi d'avoir un peu plus les espaces qui permettaient de s'exprimer. Je trouve que Didier Digard l'a transformé, Sofiane Diop, en électron libre au milieu de terrain parce que il a recommencé à faire ce qu'il avait fait à Marseille, à redescendre parfois super bas pour faire des déviations, à orienter le jeu droite, gauche, les côtés. Enfin, c'est très intéressant ce qu'il a proposé dès sa rentrée. C'est intéressant, en tout cas, si c'est une volonté de Digard de le voir un peu tout faire au milieu de terrain. C'est ce que j'imaginais quand il est arrivé à l'OGC Nice. Et oui, après, sa qualité technique a fait que, plus le fait que les Ajacciens ont probablement baissé le pied physiquement en fin de match, tout ça a fait on a pu faire la différence. Après, c'est aussi un des avantages d'avoir 5 changements aujourd'hui, c'est que s'il y a un truc qui va pas, tu peux te permettre de faire 3 changements et tu en auras toujours un voire deux en réserve si jamais il y a besoin. Et c'est ça que je trouve intéressant dans l'approche du match de Didier Digard et de son staff, c'est que ben oui, il y avait des choses qui allaient pas du tout. Il a drastiquement changé son milieu de terrain. Et même l'apport de Youssouf a été intéressant dans l'intensité physique, dans la course vers l'avant, ce que faisait pas beaucoup Boudaoui. Voilà, non, moi je suis très content. Et puis après, on reparlera peut-être en détail de Bilal Brahimi, mais voilà. Moi je pense que les consignes sont très simples avec lui, c'est tu cours, tu dribbles, tu frappes. On l'a vu, c'est rapide, simple et efficace, quoi. Torkel, Sofiane Diop aussi, comme on disait Jordan Lotomba tout à l'heure, une métamorphose en 2023. Peut-être qu'il a l'excuse pour son arrivée en 2022 déjà, qui vient d'arriver. Il s'est blessé aussi peut-être au plus mauvais moment où il aurait pu commencer à enchaîner. Mais là, depuis le début de l'année, depuis l'intronisation de Didier Digard, comme le disait Alric, ce rôle d'électron libre, plus d'impact sur le jeu. Et là, encore une fois, en tout cas, c'est mon avis personnel de supporter qui n'a vu le match que depuis le stade. Je trouve que vraiment son entrée a vraiment déverrouillé une rencontre qui aurait pu mal tourner ou qui aurait pu s'arrêter là. En fait,
Enfin, je vais vous appeler professeur X parce que c'est un peu ce que vous pensez, ce que je pense. Moi, j'ai pas la même tignasse, heureusement. Du Non, coup, non, mais bon, enfin, bon, Ça c'est doit être voilà. moi, parce que j'ai plus de cheveux, c'est pour ça. Ouais, c'est voilà, ça. plus toi. Non, non, mais en fait, avant sa rentrée, j'étais avec un ami à moi au stade, du coup, et je disais, j'aimerais tellement voir Diop en 8 Mm. encore, parce que je trouve que il est, sa technique, en fait, lui permettrait de faire tellement mal, et je rêve même d'un 4-3-3 avec Boudaoui ou Youssouf en sentinelle, et puis Thuram, Diop Mm. en centrale, hein. Mais je le trouve tellement plus fort quand il est dans l'axe et quand il a cette possibilité d'être dans le cœur de la création du jeu. Je le trouve tellement plus fort que quand il est sur le côté. Sur le côté, il m'énervait parce que on voyait qu'il essayait de faire la différence, mais face à des latéraux qui avaient de l'expérience, c'était très compliqué pour lui. Mais quand il est dans le cœur du jeu, il est merveilleux, ce joueur. Je le trouve très très bon, vraiment. Et il m'a fait plaisir. Et puis la preuve, il rentre, il est décisif sur sa passe pour Brahimi. Donc, je le trouve tellement juste techniquement et un peu plus protégé quand il est dans le cœur du jeu que quand il est sur le côté. Et là, c'était très intelligent de la part de Didier d'avoir mis un Laborde sur la gauche, parce que c'est un mec qui travaille autant défensivement qu'offensivement. Il a fait chier les défenseurs, hein. Il a vraiment fait chier son latéral, hein. Mais est-ce que Faut le dire Barclay a pu clairement. faire en toute fin de rencontre en remplaçant Gaëtan Laborde aussi, Et d'ailleurs? exactement, ouais, exactement. Et puis il a mis et puis c'est à peu près le même profil, tu vois, entre Ross Barkley et Laborde. C'est des mecs qui travaillent et qui Mm. sont quand même un peu rugueuses dans les contacts, donc c'est très important de les avoir sur le côté. C'est pas forcément des mecs rapides, mais par contre ils vont peser sur l'adversaire sur les phases offensives. Et du coup ça libère forcément un mec comme Diop qui est plus technique et plus fin dans sa façon de jouer et qui a besoin d'avoir un peu d'espace et d'être dans le bon tempo pour donner les bonnes transmissions et donner des bons ballons. Et c'est ce qui s'est passé hier. Et il a été incroyable. Quand sa rentrée est vraiment très très bonne, hein. On a vu la différence tout de suite, hein, quand Thuram est sorti. Voilà, j'adore Kefren, mais hier soir, Sofiane a fait un travail incroyable sur sa rentrée, hein, vraiment. Content qu'il justifie lui aussi également son transfert. Je vous propose Oui. de terminer cette un peu revue du match par Bilal Brahimi, forcément double buteur et quel but au pluriel après son bonbon au Vélodrome. Bah, il a remis ça, hein, deux frappes à la Robben ou à la Pierre Lesmelou, hein. C'est un peu la même école en tout cas. J'aurais dit Robben quand même, Ouais, parce que... bon, quand même. Non, mais je sens qu'il prend du plaisir à placer Les Milou dans Oui, oui, c'est Bon, ça. c'était le même genre de joueur rageant, mais qui te mettait toujours un enroulé, quoi. Donc bon, voilà, même s'il ne sait faire que ça, c'est toujours, ça peut toujours être utile dans une équipe. Alors Bilal Brahimi, et c'est un message que Diego nous a envoyé sur le compte Twitter avant Tinissa, qui nous a demandé, mais est-ce que Bilal Brahimi, en voyant les derniers matchs, peut prétendre à être plus qu'un super sub? On sait qu'il y a quand même, avec la blessure de Nicolas Pepe, une place à prendre, hein, sur le côté. Alors Gaëtan Laborde peut certes jouer des deux côtés, Sofiane Diop, on vient d'en parler, hein, il peut être un peu utilisé comme numéro 10 excentré entre ce qu'il y a sur la feuille de match et ce qu'il y a après sur le terrain. Il y a toujours une marge. Mais quand tu vois le temps de jeu d'un Badreddine Bouanani, tu te dis, Bilal Brahimi, pas les mêmes qualités, mais concurrent à ce poste-là, possibilité de le voir un peu plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on se rappelle, hein, qu'il y a eu l'épisode, le feuilleton Ross Barkley en tout début d'année, qui a aussi collé ses 3 buts et qui, finalement, a un peu perdu sa place ensuite. Est-ce que Brahimi, c'est enfin son potentiel qui se révèle? Est-ce que c'est un joueur qui est en pleine confiance et qui a la réussite qui suit? Est-ce que c'est en capacité de bouleverser la hiérarchie, ou en tout cas d'ouvrir un peu la concurrence sur ses postes sur le côté? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà forcément de ces 2 buts d'hier, et puis de ce que Bilal Brahimi nous propose depuis son faux départ à 3 à la toute fin du mois de janvier. Maintenant, on sait d'où il venait le froid hier, parce que, putain, il a, il a envoyé 2 frappes. Je me suis dit, ok, il se passe un truc là dans l'univers. Mais non, moi, pour répondre à la question, je pense que en super sub, c'est intéressant parce qu'il est limité techniquement. Il court vite, il dribble un peu, il frappe fort, mais à part Notre ça, bison. c'est tout. Sans comparaison avec Everson, du coup, mais Ouais, voilà, non. notre race de bison. Je pense il est trop limité pour l'instant techniquement pour apporter plus sur tout un match. Je trouve intéressant de jouer comme ça une petite demi-heure, un petit quart d'heure. On voit qu'il peut faire la différence. C'est un joueur instinctif et c'est ça qui est intéressant. Pas de jugement hâtif
pour autant parce que il y a quelques mois, on se rappelle, hein, moi le premier, je le fustigeais, je voulais qu'il s'en aille de l'OGC Nice. Bon, je suis très content qu'il ait planté 3 buts exceptionnels là, en l'espace de 2 matchs. Et je suis surtout content que Didier Digard arrive à lui mettre la tête à l'endroit, à lui donner confiance. C'est aussi ça l'avantage d'un coach jeune, c'est qu'il il sait parler à ce type de joueur qui est en manque de confiance. Voilà. Donc pour moi, un super sub, c'est clair. Et je pense qu'il faut pour l'instant continuer comme ça, surtout qu'on a vu que sur les côtés, on pouvait changer les joueurs, changer les systèmes. Donc ouais, en tant que remplaçant pour casser des lignes en fin de match, toujours intéressant. Après, Torkel, on sait qu'aujourd'hui, super sub, ça a une notion extrêmement différente. On disait tout à l'heure, 5 changements possibles. Il y a l'enchaînement des matchs. On voit que ce soit des jeunes comme Mendy ou Buonanni. Des fois, ils rentrent une demi-heure. Rarement, ils sont titularisés. Ça serait pas choquant, au final, dans la rotation de l'effectif, d'avoir un jour Brahimi titulaire quand il y a un enchaînement de matchs. On sait que la Coupe d'Europe va revenir le mois prochain. Après, voilà, quel est ton avis sur sa capacité peut-être à bouleverser la hiérarchie, c'est-à-dire à passer vraiment la tête et les épaules devant un Buonanni par exemple, ou peut-être même se proposer en alternative numéro 9, hein. On sait qu'il est, il est polyvalent, au final t'as assez peu de monde devant, hein. T'as Terem Moffi et Laborde qui peut se réaxer. Il y a de la place, en tout cas, il y aura forcément des minutes. Après, la question reste combien? En fait, alors déjà, est-ce que vous avez vu la stat des XG de ce match? Non. 0,45 pour l'OGC Nice, 0,32 pour Ajaccio. Et dans les 0,45, vous vous dites qu'il y a quand même un doublé de Bilal Brahimi. Donc, il y a un truc avec ce garçon qui fait que c'est un travailleur. Je le trouve. Moi, j'ai toujours dit c'est le zéro football, mais ça reste un travailleur. C'est-à-dire que le mec, même s'il n'est pas techniquement très bon, enfin, techniquement, c'est très moyen, hein, on va pas se mentir. Par contre, je trouve que dans la tête, il a jamais vraiment lâché, il a toujours fait les efforts. Ça, je peux pas lui reprocher. Mais est-ce que vous voyez Julien Fournier avec son cigare et ses lunettes noires en ce moment? Oui, on a. Mais J'y ai pensé. J'ai pensé à lui en premier. Pareil. Très clairement, on a tous pensé à Julien Fournier en premier. Mais bien sûr. On a pensé à l'ami Pseman qui a dû se retenir de tweeter merci Fournier aussi, comme il nous fait à chaque bout de Bilal Brahimi. S'il nous écoute, on l'embrasse. Hein, voilà. J'ai bien imaginé en hélicobite dans le ciel de Madrid. Hein, mais bon. À la fois, je suis un peu frustré parce que je me dis que on a raté le Bilal Brahimi qu'on aurait dû voir l'année dernière et en début de saison. Et à la fois, je suis surpris parce que je me dis, ce garçon, de quoi il est capable? Parce qu'il est capable, c'est un très bon gaucher, visiblement. Il arrive à mettre des frappes incroyables. Hein. Les 3 buts qu'il met là sur ces 2 derniers matchs, ils sont magnifiques. Chaque fois, c'est des beaux enroulés. C'est sublime. Sublime à voir. Moi, je suis très content. Le deuxième but qu'il met hier soir, je le trouve presque aussi beau que celui de BKBK contre Tel Aviv, pour vous dire. Donc voilà, c'est sublime. Il est loin dans un angle fermé, c'est compliqué. C'est super compliqué à mettre ce genre de ballon. Puis il lobe complètement le gardien. Je pense que dans la tribune, tout le monde pensait qu'elle sortait. Hein. Voilà. Nous, on a vu le ballon retomber au ralenti, hein, je pense, dans le petit filet, en étant derrière. Et c'est vrai que c'était... Complètement. Voilà. Donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est qui est Bilal Brahimi? Je me dis qui est ce joueur et qu'est-ce qui va devenir sous Didier Digard, sachant que là, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des échéances qui arrivent. Je pense que c'est le genre de match, comme il est là en sub, en super sub, c'est vraiment le terme pour lui parce qu'en ce moment, il est vraiment décisif. Et même quand il n'a pas marqué, il a été franchement pas dégueulasse. Je pense qu'il va être titulaire en Coupe d'Europe, moi. Tant que Pépé est blessé, parce que là, le grand perdant, c'est Nicolas Pépé. Très bon match à Cologne, hein, qui marque peut-être d'ailleurs le début de son renouveau, hein, oui, bien sûr. Avec l'OGC Nice. Et effectivement, il y a du temps de jeu à prendre sur les 3 postes de devant, voire les 2 postes, ici, il y a eu 4-4-2, mais j'espère pas, parce que les 4-4-2 à plat, on en a mangé, c'est bon. Coucou Paris. On pense à vous, on est avec vous. On pense à vous. On pense à vous. En fait, je pense qu'il va être titularisé en Coupe d'Europe et peut-être même en pointe si jamais on a besoin de faire de la rotation à ce niveau-là. C'est ce qu'avait essayé de faire Lucien Favre. Il avait essayé de le mettre en pointe et je trouvais ça pas déconnant en soi parce que de toute façon on avait un besoin à ce niveau-là. Maintenant, la question c'est qui est Bilal Brahimi? Quel joueur ça va être dans les prochaines semaines, et j'ai hâte de le voir justement face au Stade de Reims, donc je pense qu'il sera remplaçant à ce niveau-là également.
Quoique peut-être pas, ça dépend ce qu'il veut faire avec Badreddine Bouanani, le coach. Mais voilà, qui est-il? Est-ce que c'est un joueur technique qui peut sur le long terme s'imposer en tant que titulaire et justement un peu casser les défenses sur le côté comme ça? Est-ce que c'est un mec qui va s'inscrire en tant que buteur, serial buteur pour le club? Parce que déjà 3 buts en 2 matchs, je pense que même lui, dans ses rêves les plus fous, n'y croyait pas. Et puis en plus, franchement, là en ce moment, c'est que du plaisir, Brahimi. Voilà, disons les mots. Hein. En tout cas, Bilal Brahimi s'est gardé le droit déjà de rester à l'OGC Nice, bien aidé par la blessure certes de Nicolas Pepe, et surtout de se permettre de nous poser la question, effectivement, comme tu te dis, Turkel, qui est Bilal Brahimi? En tout cas, déjà, on se pose un peu moins la question de savoir si c'est un joueur de foot ou pas. Là, je pense qu'au moins sur ce point-là, on a eu la preuve, même si on se connaît en bon supporter niçois. Celui qui fasse un match dégueulasse et on reviendra lui tomber dessus. Oui, bien sûr. Après, je reste persuadé qu'il est limité techniquement, par contre. Hein. Oui, je suis pareil, mais est-ce que la question que je me pose vraiment, c'est est-ce que son envie et sa patte gauche, qui est quand même pas dégueulasse, vont faire de lui un joueur important du club? Parce que moi, j'ai l'impression que quand même, il se plaît ici, tu vois. C'est ça que je dis. Il se plaît ici et il se bat quand même pour gratter du temps de jeu. Bon, c'est vrai que 3, ça a dû lui faire peur quand même. Mais, il en a eu un avant-goût mais là-bas, c'est hier, effectivement, déjà, mais bon. Non, mais je pense qu'il se plaît ici, qu'il a envie de rester. Et c'est un garçon qui cherche beaucoup à prouver, j'ai l'impression, dans tout ce qu'il fait. Donc voilà. Il se battra avec ses armes, mais nous, c'est ce qu'on aime. Tant que tu te bats. Et c'est un joueur qui est encore malgré tout assez jeune, qui va avoir 23 ans le mois prochain. Hein. Donc il y a aussi une marge de progression. Tout le monde n'est pas un phénomène à 18 ans. Messieurs, je vous propose de conclure cette émission. Alors évidemment, si vous avez peut-être un dernier dossier à ouvrir, hein, c'est pas indispensable, mais je pense qu'on a un peu couvert tout ça. Forcément, la charnière Todibo a fait un très bon match, mais bon, on peut parler de ces longs ballons. C'est dans notre contrat, mais on peut parler des longs ballons de Todibo. Ah, c'est compliqué. Tout le monde n'a pas la qualité de relance de Kasper Schmeichel, qui par contre lui balle au pied a été vraiment très. Bien, tu le fais sans que je te le demande. Bah oui, non mais obligé. Je veux dire. Non, il a été. Mais Schmeichel, vous savez ce que j'en pense moi. Ce que il j'en a ai moins pensé écarté les bras. début de saison. Tu trouves pas? Si, il a fait. Si, je l'ai noté. Arrêtez. Non, mais bon, en ce moment, Schmeichel, ça devient un membre solide de l'équipe. Il n'y a rien à dire. Il a été, notamment contre Lille, il a été exceptionnel, contre Marseille également. Là, il fait l'arrêt qu'il faut. Il y en a qu'un à faire. Voilà. Il m'a fait peur une fois. Mais bon. Oui, mais après. Il plonge, il touche pas le ballon, mais il plonge parce qu'il est en retard. Je mets ça sur le compte de l'IMC, moi, ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais après, non, à part ça, c'est membre important de l'effectif, il commence vraiment. Et tu vois qu'il commence à avoir de la complicité avec ses défenseurs, c'est ça qui me fait plaisir en fait. C'est tous ces gestes que tu voyais pas avant et tu les vois, ça c'est cool. C'est ça. Non, après, moi j'ai pas de dossier à ouvrir particulièrement. Je trouve. Non, globalement, je pense qu'on a tout fait. Alors parfait, restons là. De toute façon, les émissions vont s'enchaîner dans les prochaines semaines. On espère que les victoires aussi, c'est quand même un peu plus agréable. Alors voilà, Turkel le disait tout à l'heure. Reims qui arrive samedi prochain, une équipe du coup, la seule équipe à ne pas avoir perdu contre Didier Digard. Hein, du coup, c'est match nul 0-0 il y a quelques semaines. Une équipe qui pour l'instant est 7 points derrière nous en attendant le match en retard qu'ils ont à jouer ce week-end. Mais ça serait bienvenu de faire le trou face à une équipe, face on va dire au ventre mou. Ça nous permettrait peut-être de nous inscrire dans la durée, dans la lutte pour les places européennes. Et après, voilà, un petit enchaînement de matchs accessibles. Le derby à Monaco qui va être le gros morceau. Mais derrière, on reçoit Auxerre, on va à Nantes, on reçoit Lorient, on va à Angers. Et après, on arrive début avril avec la réception du PSG. Mais voilà, hein, sur ces 6 prochains matchs, il y a quand même bien 4 matchs qui sont à notre portée. En tout cas, face à des adversaires supposément plus faible. Il y a la Coupe d'Europe qui arrive effectivement entre Auxerre et Nantes notamment. Mais bon, ça on en parlera à la toute fin du mois de février quand les barrages auront été joués et qu'on connaîtra notre adversaire. Je crois que c'est vers le 28 février le tirage au sort, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est juste... c'est ça.
Voilà, c'est tout de suite après le match de barrage des deuxièmes de groupe. Alric Turkel, merci de m'avoir accompagné dans cette émission. On va dire que le week-end commence bien. C'est bien de faire un petit samedi matin comme ça après une victoire 3-0 du gym. N'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify, la chaîne YouTube de Sports Content qui a passé les 1000 abonnés, un cap symbolique, et on vous remercie de votre fidélité. Et puis voilà, toutes les autres plateformes. N'hésitez pas, comme Diego, éventuellement à nous laisser des messages sur nos comptes sur les réseaux sociaux. Alors Jérémy tient le compte Instagram, je garde un œil sur le compte Twitter, et puis voilà, quand on peut faire passer vos questions à l'antenne, c'est toujours un plaisir. Et puis voilà, de toute façon, à très bientôt, bon week-end pour ceux qui nous écoutent le week-end, et Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.